Une usine complètement autonome en énergie, c'est un pari réussi pour le groupe Atraltech, spécialiste des systèmes de sécurité, qui a inauguré son nouveau bâtiment à Crolles mardi dernier. Isabelle Peters, désignée chef de file du Parti communiste pour les prochaines élections municipales à Grenoble. Elle connaît bien le dossier puisqu'elle est actuellement première adjointe au maire. Et puis Charline Coudin, doctorante à l'ISTER, a remporté mardi soir le premier prix du jury et le prix du public de la finale académique de ma thèse en 180 secondes. Elle est l'invitée de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 19 mars 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ceci n'est pas un parking. À partir de ce jeudi 20h, il ne sera plus possible de se garer sur l'esplanade à l'entrée de Grenoble, sous peine d'amende et de fourrière. Il s'agit, comme tous les ans, de préparer l'arrivée des forains de la 89e foire des rameaux, qui aura lieu du 12 avril au 4 mai. Une partie des places s'ouvrira une fois les forains partis, à partir du 15 mai dans la soirée, mais pas toutes. Les travaux d'aménagement de la grande esplanade devraient débuter dans la foulée et entraîner la suppression de 430 places gratuites. 90 places autour du boulodrome passeront en tarif résident et le parking relais sera maintenu. Altratec tombe dans le panneau. L'entreprise iséroise spécialisée dans les systèmes de sécurité depuis 50 ans a inauguré il y a quelques jours un nouveau bâtiment complètement autonome en énergie à Crolles. Dans cet atelier, 600 000 pièces pourront sortir chaque année. Gaëtan Loiseau. Une nouvelle usine vient d'ouvrir dans la zone industrielle de Crolles. Un bâtiment dédié à la fabrication de systèmes d'alarme de l'entreprise Atraltech. Et ce bâtiment est un peu particulier. La fierté, c'est d'avoir fabriqué une usine 100% autonome en énergie, puisque la quantité annuelle produite sera supérieure à l'énergie consommée, intégrant à la fois les besoins nécessaires au chauffage, à la climatisation du bâtiment et aux besoins industriels. Et tout cela grâce à 1500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Pour une production moyenne annuelle de 420 000 kWh, largement suffisant pour l'usine qui pourra en revendre une partie. C'est donc un double avantage environnemental et écologique, et l'entreprise ne s'arrête pas là. De minimiser nos impacts sur l'approvisionnement de matières premières. Et donc nous avons relocalisé un certain nombre de composants, de fabrication de composants, historiquement en Europe centrale, en France. Et l'entreprise privilégie aussi l'éco-conception en minimisant l'impact de nos produits sur l'environnement. Pour se développer, Atraltech a pu compter sur un marché en très bonne santé, dû à un contexte sociétal particulier. Malheureusement, il y a un sentiment d'insécurité qui se développe de manière forte. On s'en rend compte en France, en Allemagne, dans tous les pays d'Europe. Donc les sous-jacents de notre marché, en fait, les fondamentaux, sont porteurs pour nous et donc on en profite. Côté clientèle, l'entreprise vend à 70% à des particuliers et 30% à des professionnels avec des produits proposant quelques spécificités faisant la singularité de la marque. Des produits basse consommation avec une très forte portée. La deuxième vraie étape, ça va être l'investissement qu'on a déjà lancé sur notre programme de R&D pour avoir en 2027, l'année de nos 50 ans, une vraie nouvelle plateforme avec une solution également intégrée, également innovante, mais qui sera encore très différente. Comme par exemple de la miniaturisation, de l'éco-conception ou encore l'amélioration de la portée des produits. Atraltech ne se refuse pas la coopération avec d'autres marques ou même l'intégration de solutions complémentaires pour pénétrer dans le futur de nouveaux marchés. Atraltech espère continuer de se développer grâce à un large investissement sur son service R&D. 15% de son chiffre d'affaires annuel est redirigé vers ce service. Dans un an, les élections municipales. Et ça commence à bouger ici et là. À Gresse-en-Vercors, le conseil municipal a même dû élire un nouveau représentant en lieu et place du maire Jean-Marc Bello démissionnaire. C'est Rémi Goub, ancien instituteur, habitant de la commune, qui a été désigné avec pour mission de trouver un nouveau directeur général des services, faire le bilan de la saison de ski, faire voter le budget, en prévision de 2026, apaiser les tensions autour de la viabilité ou non, justement, du domaine skiable.
D'une toute petite commune à une beaucoup plus grande, à Grenoble, le maire Éric Piolle ne repartira pas. Dans sa mouvance, les deux adjointes Lucille Lheureux et Margot Belair, ainsi que Laurence Ruffin, PDG de la SCOP Alma, sont candidates à la candidature. Les autres partis de gauche sont en pleine réflexion. Le Parti communiste, de son côté, vient d'annoncer le nom de sa chef de file pour les municipales à Grenoble. Il s'agit d'Isabelle Peters, première adjointe. À l'issue d'un point presse ce mercredi, elle a expliqué à notre journaliste Gaëtan Loiseau en quoi allait consister son rôle et les points que le PC souhaite mettre en avant. Les communistes réunis en Assemblée générale le 8 mars ont validé le fait que je sois chef de file des communistes de Grenoble. C'est-à-dire, ça consiste à être dans les discussions avec les autres forces de gauche et d'emmener les communistes grenoblois dans la démarche 2026, dans la constitution du programme, dans les discussions avec les habitants, etc. Des grandes lignes qui se dégagent sur la culture, la démocratie participative, les transports en commun, les services publics et la lutte contre le narcotrafic. Alors nous, on ne pense pas qu'il faille plus de caméras, plus de surveillance, mais qu'il faut plus de forces de police en proximité. Et on pense que ça peut faire partie aussi d'une des solutions pour lutter contre ça. Sur les transports en commun, on prône, mais depuis longtemps, la gratuité totale des transports en commun. Dans les prochains mois, jusqu'au mois de juin d'ailleurs, c'est un peu l'idée, c'est d'aller à la discussion avec les Grenoblois et les Grenobloises en tractant sur les marchés pour pouvoir enrichir nos propositions. Même joueur joue encore comme en 2014 et 2020. Alain Carignon devrait sans surprise être le candidat des Républicains de l'Isère. Dans un communiqué, son camp a en tout cas apporté tout son soutien au leader du groupe d'opposition Société civile, divers droite et centre. Les représentants des militants LR soulignent, je cite, l'expérience, le courage, l'investissement exclusif de l'ancien maire de Grenoble et comptent sur lui pour sortir la ville de la crise financière, écologique et sécuritaire dans laquelle elle est plongée. Fin de citation. Tous se retrouveront en attendant lundi à l'Hôtel de Ville pour le prochain conseil municipal. Aujourd'hui député de Corrèze, François Hollande passera son jeudi à Grenoble. L'ancien président de la République participera à 11h à une conférence à Sciences Po avec pour thème « La France et l'Europe dans le désordre international ». François Hollande se rendra ensuite en compagnie notamment du président de la métropole, Christophe Ferrari, et maire de Pont-de-Claix, avant Corex pour échanger avec les salariés de l'entreprise de chimie placée en redressement judiciaire. Un projet de société coopérative est en cours d'élaboration. À 17h, l'ancien président dédicacera à la librairie Artaud son dernier livre intitulé « Le défi de gouverner », tout un programme, avant d'aller en début de soirée à la rencontre des militants socialistes au siège local du PS. Qui dit jeudi dit aussi, comme une fois par mois, Presse Citron, le cycle de conférences acidulées pour parler demain. Cette semaine, la métropole ouvre son amphi à Lorraine Boudard. La cofondatrice du média Climax se penchera sur les transitions et le changement climatique en excluant le greenwashing autant que l'éco-anxiété pour favoriser l'enclenchement réel de la transition écologique en dessinant un avenir qui donne envie. Et 2-2, une deuxième victoire pour Grenoble dans la demi-finale de Ligue Magnus qui l'opposait à Amiens. Pourtant, c'était plutôt mal parti. Les Gothiques qui évoluaient sur leur glace menaient 1-3 à la fin de la deuxième période. De retour des vestiaires, les brûleurs de loups bougeaient les lignes et finissaient par s'imposer 3-5. Espérons que les Grenoblois fassent aussi bien dans le match de ce mercredi soir. Le concours Ma thèse en 180 secondes met depuis quelques années les jeunes scientifiques en avant en leur proposant de résumer leurs travaux en 180 secondes top chrono. Cette année, ils étaient 16 venus de l'université Grenoble-Alpes et de Savoie-Mont-Blanc à participer à la finale académique et j'ai le plaisir d'accueillir la grande gagnante, premier prix du jury et prix du public mardi soir à la MC de Grenoble. Pour vous, Charline Codin, bonsoir. Bonsoir. Et félicitations, merci malgré toutes les sollicitations d'avoir choisi Télé Grenoble. Vous êtes étudiante à l'ISTER et alors
C'est vous qui allez nous donner le titre de votre thèse et je ne vais pas prendre de risques. Oui, donc je travaille sur la thèse qui s'intitule « Les marges continentales du plateau de Demerara au Crétacé, études sédimentologiques, stratigraphiques et structurales des plongées profondes de la campagne d'Adem ». Ah ouais, vous faites ça beaucoup mieux que moi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à ce concours ? Alors déjà, parce que je pense que dans les temps qui courent, mettre des scientifiques sur le devant de la scène, c'est assez important. Après, c'est forcément un vrai défi personnel parce que c'est pas du tout habituel pour nous de se représenter devant autant de personnes. Et parce que j'avais un petit peu envie de montrer que la géologie, ça existait, et surtout la géologie marine, qui est quelque chose dont on parle pas souvent. Voilà, vous étiez très ému au moment où on vous a remis Oui. vos prix. C'est peut-être aussi la pression qui lâche. C'est aussi de ne pas du tout réaliser en fait que c'est mon prénom qui sort. Et c'est grâce aux doctorants qui sont à côté de moi qui me disent qu'il faut que je me lève, que je réalise. Et c'est là où je lâche mes émotions parce que je m'y attendais pas vraiment. Et donc du coup, j'étais très très heureuse d'avoir ce prix-là. On va voir un petit extrait, justement, les 30 premières secondes de votre prestation. Écoute chérie, je veux qu'on se sépare. À mon avis, c'est exactement ce que se sont dit l'Afrique et l'Amérique du Sud, autrefois collées et amoureuses, quand elles se sont séparées. Et leur rupture n'a pas été sans conséquences. Ouverture définitive de l'océan Atlantique, séparation des espèces, mise en place des courants océaniques, changement du climat. En définitive, un bon gros drama de la tectonique des plaques. Alors, comment vous êtes-vous préparé ? Vous êtes pris en charge par l'université avant Oui. cet événement ? Alors en fait, donc on suit une formation avec Ludovic Lecordier. Donc ça fait approximativement 2 mois qu'on a commencé la formation. Donc elle se répartit en 4 demi-journées, dont une demi-journée en plus de modules à l'écrit pour nous préparer à justement essayer de trouver un texte qui soit adéquat à ce concours-là. Et en fait, dans cette formation-là, on se prépare surtout à avoir une aisance à l'oral et à essayer de bien se placer et d'avoir le ton juste pour pouvoir participer. Vous avez misé sur l'humour avec ce couple qui se sépare. Comment vous est venue cette idée ? Oui, alors en fait, l'idée n'est pas si saugrenue que ça, parce que donc, en géologie, on utilise le terme de rupture continentale, quand 2 plaques finissent par se séparer. Et donc, rupture continentale m'a amenée sur rupture amoureuse, et j'ai essayé de suivre ce fil conducteur tout au long de la présentation. On voit un petit sous-marin jaune avec une jeune fille à l'intérieur. C'est vous ? Vous êtes allé dans un petit sous-marin ? Alors, effectivement, dans le cadre de ma thèse, je suis bien descendue en sous-marin, donc à approximativement 5 km de profondeur, donc effectivement au large de la Guyane. Et donc, il faut savoir que c'est des plongées qui durent 10 heures, et c'est de l'observation et de l'échantillonnage des affleurements sous-marins. Est-ce que, alors vous le disiez, vous n'étiez pas tellement confiante. Pourtant, pour les gens qui ont vu votre prestation dans la salle, ça paraissait assez évident que ça serait vous. Ouais, en fait, ce qui, moi, m'a impressionnée, bon, au-delà de la diversité, bien sûr, des sujets qui ont été évoqués, mais c'est la passion de tous les candidats. Et j'ai trouvé que vraiment cette promotion était incroyable. En tout cas, ils m'ont fait tous vibrer et j'ai vraiment vécu le moment de chaque présentation avec beaucoup de plaisir. Donc, à la place du jury, c'est vrai que moi, ça aurait été très difficile de choisir. Et à ce moment-là, effectivement, je suis très surprise de la décision. Vous en êtes où actuellement dans votre thèse ? Alors, je suis en 3e année de thèse, donc c'est prévu que je rende mon manuscrit de thèse en décembre 2025 pour une soutenance en février 2026. Est-ce que ça vous a aidé pour la suite de... Peut-être pas pour la rédaction, mais pour la présentation que vous allez devoir faire, même si ce sera là devant des spécialistes dans quelques mois ? Je pense que ça permet peut-être d'avoir un petit peu plus confiance en soi, ce qui est peut-être quelque chose qui me manque de manière générale. Après, comme c'est un exercice très différent, étant donné que bon, là, ça va être vraiment l'avancée de mes travaux et en termes beaucoup plus techniques, je ne sais pas si ça peut vraiment directement aider, mais mettre un petit boost de confiance, c'est toujours bienvenu, je pense. Et puis au niveau personnel, c'est aussi un moment où vous pouvez rencontrer d'autres doctorants qui travaillent sur d'autres sujets. Vous dire aussi que vous n'êtes pas tout seul à votre bureau à bosser comme une dingue pendant des heures, qu'il y a d'autres gens dans le même cas que vous. C'était assez incroyable, justement, et je trouve que dans l'aspect relationnel, de s'être connu et de s'être suivi pendant 2 mois, ça développe des relations qui sont quand même assez fortes.
Et c'est vrai que hier, il y avait beaucoup d'émotions aussi par rapport à ça, parce que nous, on a passé toute la journée ensemble, donc de 9h45 jusqu'au moment où il y a l'ouverture des portes, à se préparer, à répéter, à s'encourager. Et c'est des personnes que je pense qui resteront encore dans ma vie après cette aventure. Cette aventure, vous encouragez d'autres jeunes scientifiques à la faire, même à présenter une thèse, parce que Oui. c'est vrai qu'on a besoin de chercheurs qui deviennent des doctorants, qui puissent travailler sur ce qui va nous arriver dans le futur. Bien évidemment, et en plus, donc cette année, il y avait la participation d'un tiers des lycées de Grenoble à cet événement-là. Donc ça fait... Qui vont pouvoir voter, Ouais. remettre un prix des lycéens. Je crois que ça fait plus de 3000 lycéens. Donc moi, je trouve que sur l'importance de l'événement, c'est absolument génial de pouvoir essayer de donner envie à des jeunes de faire de la recherche. Parce qu'en fait, c'est pas forcément des parcours dont on nous parle beaucoup. Et pourtant, on existe. Et donc, je pense que c'est vraiment très important de continuer là-dedans et de leur présenter aussi toutes les possibilités. C'est-à-dire... Mais là, on avait vu, hier, il y avait Oui. 16 doctorants dans des domaines très, très variés. Et voilà, il y a plein de possibilités. Merci beaucoup. La finale régionale va se faire par vidéo avec les prestations qui ont été enregistrées hier soir. On croise les doigts. Vous serez aussi avec Margot Jomain d'Annecy qui a remporté Oui, le c'est ça. 2e prix du jury. Oui, Merci c'est ça. beaucoup, Charline. Merci à vous. Aujourd'hui, dans Si on parlait, on part en Indonésie pour découvrir la nouvelle mission d'Evra Vandenboom avec son association Naturvolution. L'explorateur isérois secoue les consciences pour préserver la biodiversité menacée d'un archipel paradisiaque. Des sommets pour une étoile, Anne-Sophie de Saint-Ours grimpe sur les montagnes mythiques du monde pour porter les rêves et les messages des enfants en rémission de leucémie. Et puis, fini le casse-tête pour les anniversaires. Cécilia Pascal se met en boîte pour partager de drôles de moments dans l'univers de ces escape games. Les places pour le concert de Clara Luciani aux Nuits de Fourvière à Lyon se sont arrachées comme des petits pains aujourd'hui, mais il en reste quelques-unes pour son concert de demain jeudi soir au Palais des Sports de Grenoble. Forte de son 3e album Mon sang, l'autrice, compositrice, chanteuse devrait interpréter également quelques-uns de ses autres tubes comme La Grenade qui l'a rendue célèbre. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo, c'est encore le grand beau. On se quitte en musique avec Buck, le groupe à l'énergie débordante qui donnera le coup d'envoi de la 14e édition du Voiron Jazz Festival. Jeudi soir à la Salle des Fêtes. D'autres concerts à suivre jusqu'au 5 avril. Excellente soirée à tous.